c'était écrit au début leçon 2. Je me suis dit, bon, a priori, on est entre experts, je n'ai pas de leçon à donner. Donc, l'approche, c'est vraiment que je puisse vous partager ce qui est fait chez Société Générale Côte d'Ivoire et ensuite qu'on puisse échanger et que je puisse aussi apprendre de vous et de ce que vous faites ailleurs pour qu'on reparte tous enrichis de ce moment. Alors, juste pour vous dire un peu comment il a déjà fait le point sur mon parcours. Donc, je vais plutôt parler de ce que je fais chez Société Générale de manière globale. Alors, je m'occupe du marketing, donc essentiellement tout ce qui est banque digitale, gestion des produits traditionnels de la banque, produits de financement, produits d'épargne, de placement. Et je m'occupe également de tout ce qui est expérience client. Donc, je gère le call center de Société Générale Côte d'Ivoire et les équipes qui sont en charge de tout ce qui est simplification des parcours clients et gestion des réclamations clients. Je m'occupe également de la partie communication, donc la communication commerciale, institutionnelle et depuis l'année dernière, la communication aussi, on va dire tout ce qui est action solidaire, donc le mécénat. Et voilà, donc globalement, c'est vraiment les aspects comme marketing, expérience client que je gère au niveau de l'entreprise. Et il faut dire que depuis 2 ans, Société Générale, 2 ans et demi maintenant, Société Générale a décidé de se lancer dans un vaste programme de transformation digitale. On est la première banque de la zone UMOA et la première banque en Côte d'Ivoire, mais on s'est dit, ok, c'est très bien, 18% de part de marché, premier de très loin par rapport aux autres, mais à un moment, il faut se réinventer, sinon à un moment, on risque de rester un peu derrière. Et on a demandé à un cabinet de nous accompagner dans la transformation, déjà de faire un diagnostic de où est-ce qu'on en était, pour pouvoir voir quelles étaient nos faiblesses et pouvoir justement travailler sur ces points-là d'amélioration pour faire encore mieux. Et à la suite de ce diagnostic, on a relevé que l'un de nos points qui était vraiment, on va dire, inquiétant, c'était la transformation digitale. On était très manuel, on avait des process très lourds, très procéduriers, travaillait en silo. Il est en train de dévoiler toute ma présentation, mais ça ira. C'est bon? C'est mieux. On peut revenir à la première slide? Et donc, et on a lancé un gros projet qui s'appelle RISE, qui veut dire responsabilité, innovation, satisfaction client et engagement. Et en même temps, Rise Up, il faut qu'on se lève. C'est vrai qu'en termes de perception, on a cette perception un peu de banque, un peu de vieux. Parce que bon, tout le monde a un parent, son parent du parent à son compte et a ouvert son compte. Donc, il fallait aussi travailler, tout en étant très fiers de ce patrimoine-là, travailler à rajeunir l'image et à intéresser une population plus jeune parce qu'en termes de crédibilité, ça aide. Alors, tout ça étant dit, on a entamé ce programme, on a commencé pas mal de sujets sur la transformation digitale et il y a eu la crise de Covid. Et cette crise-là, comme je l'ai dit, pour moi, c'est vraiment un contexte exceptionnel. Je pense pour nous tous, on en parle depuis le matin, on en parle dans les médias et on le vit au quotidien. C'est une situation qui est plus ou moins dramatique et qui nous emmène aujourd'hui à vivre différemment. Donc, en termes de... Il y a le ralentissement de la vie économique, il y a un changement complet de nos habitudes en termes d'habitudes sociales. C'est vraiment un contexte exceptionnel et pendant qu'on se disait qu'il y a le vaccin qui arrive, peut-être qu'on passera à une autre étape, on rentre dans un contexte où même les pays qui ont commencé ces processus-là sont en train de reculer. Donc, on y est encore, on va dire, pour un petit bout de temps et on espère pas trop longtemps. Prochain. Et donc, il y avait un besoin vraiment imminent de se réadapter. C'est-à-dire, oui, la strate est là. Oui, on a décidé de passer à une phase de digitalisation. On a décidé de se focuser un peu plus sur l'expérience client. Mais il faut absolument y aller beaucoup plus vite et s'adapter. Et ça part de nos vies de manière générale. Je veux dire, la crise nous a amené aujourd'hui à repenser tout. Notre manière de vivre, notre manière d'interagir, de socialiser, de nous divertir, de travailler. C'est vrai que c'est moins vrai en Afrique qu'en Europe, parce que nous, on garde quand même nos habitudes, mais on les a un tout petit peu changées. Et une nouvelle manière aussi de travailler, de gagner de l'argent et de vendre. Prochain. Alors nous, la banque, on a une activité qui est sensible. Je me rappelle encore ce mardi 17, non c'est le 17 mars,
Quand on a eu notre réunion de crise où on nous a dit, voilà, il y a le premier cas en Côte d'Ivoire, il faut absolument qu'on prenne des décisions, l'État va sûrement imposer des mesures. On s'est dit, ok, mais nous, la banque, on ne peut pas réagir comme beaucoup d'entreprises. On gère un pan très sensible dans la vie de tout un chacun, l'argent. Et c'est une activité qui est essentielle pour la vie économique, pour les familles. Donc, il est indispensable de réussir à mettre en place un processus, en tout cas un dispositif qui va nous permettre d'assurer la continuité de l'activité. Et pour pouvoir assurer la continuité de l'activité, il était indispensable aussi qu'on mette en place des mesures pour pouvoir rassurer nos propres employés qui puissent être en mesure de venir sereinement servir les clients. Prochain. Donc, il fallait agir efficacement. La première chose, on a un comité de crise. Et le comité de crise, on fait pas mal de simulations de temps en temps. On a tout fait, hein, attaque terroriste, incendie, mais on n'a jamais pensé à Covid. On a fait la guerre pendant les élections, on a tout fait, mais pas ça. Et voilà une situation qui arrive et il fallait trouver les bonnes armes, les bonnes attitudes. Donc on a activé la cellule de crise pour pouvoir définir les actions à mettre en place immédiatement, aussi bien au niveau organisationnel, logistique, sanitaire, définir le plan de continuité d'activité. Et puis, évidemment, on est dans la société, donc pouvoir suivre aussi les cas de Covid chez nous et pouvoir aussi assurer la prise en charge. Donc c'était vraiment un plan complet qu'il fallait mettre en place, qui partait d'abord de la partie sociale. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens se sentent bien? Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour continuer de gagner de l'argent? Donc c'était vraiment les deux axes. Et c'est là où, côté marketing et com, on accompagne en fait tout le processus, parce que aussi bien dans la sensibilisation, de rassurer et les clients internes et les clients externes, aussi bien dans le développement du business, on a un rôle fondamental à jouer. Next. Alors donc, comme je disais, il fallait vraiment préparer, on a préparé un plan marketing et com qui visait vraiment à accompagner cette transformation. Je dis transformation par cette nouvelle manière d'approcher les choses, parce que oui, on avait entamé un processus, mais il fallait aller beaucoup plus vite. Et donc, des actions en direction de nos forces vives, nos premières ressources, donc ce sont nos employés, les clients, les partenaires et puis la population ivoirienne de manière générale. Je ne me suis pas, hein? Ah si, ok. Donc, comme je disais, protéger et rassurer d'abord les employés. Alors, c'est vraiment un des points, je veux dire, un des points d'honneur que l'entreprise a mis en œuvre, parce que protéger les employés, c'était vraiment quelque chose d'essentiel au niveau de la direction générale. Donc déjà les campagnes de sensibilisation qu'on a eu à mettre en place pour les gestes barrières, pour le port du masque. On a eu aussi des campagnes d'information sur tout ce qui est mesures de prise en charge. On a déployé une cellule pour prendre en charge les malades. On a même acheté des respirateurs qu'on a offerts à des CHU, mais on en a acheté aussi qu'on a offert à des hôpitaux privés pour pouvoir traiter en priorité nos cas, si on en avait, pour pouvoir vraiment accompagner nos employés. On a aussi, au-delà de mettre juste des gels et des masques, on a décidé d'investir dans le transport, c'est-à-dire éviter que les employés aient à prendre les transports publics. Donc ça a été vraiment un gros investissement sur toute l'année, à partir du mois de mars, où on transportait tous les jours les employés. On a splitté aussi les équipes. Donc il y avait rassuré vraiment les équipes que oui, il y a une situation qui est dramatique. Oui, on a envie de rester tous à la maison cloisonnés, mais on ne peut pas se le permettre parce qu'on sert des clients et on est au cœur de l'activité économique. Donc ce sont des actions qui ont été mises en place pour vraiment accompagner les clients, et pas les clients internes. Et ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'en termes de communication, on s'est rendu compte que c'est l'homme, on a parlé ce matin de la conduite du changement, c'est très compliqué. C'est très compliqué au niveau des individus de faire changer d'habitude. On a envie de dédramatiser tout le temps. Donc on a mis en place des chefs de palier. Et les chefs de palier, en fait, c'était un peu les agents anti-Covid. Et c'était des personnes qui, s'ils te voient te balader dans le couloir sans le masque, une, deux, trois fois, après, il va te signaler. Voilà. Parce qu'on s'est dit, à un moment, si ça ne devient pas un tout petit peu répressif, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et pareil dans les cars. Donc on avait vraiment une brigade anti-Covid qui a aidé aussi à relayer les messages pour pouvoir sensibiliser un peu tout le monde. Donc ça, c'était au niveau interne avec de la com, dans les ascenseurs. Il faut savoir qu'au niveau du siège, on est
à peu près 600 ou 650. Donc il y a du monde dans le siège et après sur tous les autres sites. Donc on se retrouve à peu près 1300 employés ici en Côte d'Ivoire. Ensuite, il fallait aussi protéger et rassurer nos clients. Et sur les clients, c'est aussi une autre discipline. Va dire à un client qui veut venir entrer dans l'agence, faire son dépôt, monsieur, vous ne rentrez pas parce que vous n'avez pas de cache-nez. Bon, ça a été difficile, mais au final, on a réussi. On s'est dit, bon, pour faire plus simple et être plus, on va dire, conviviaux avec les clients, on a produit nous-mêmes des masques avec notre pagne, parce qu'on a un pagne qui a été fait en collaboration avec Iniwax. Et petite pub au passage, tu me revaudras ça. Et donc, on a mis ce dispositif-là en place pour pouvoir permettre justement aux clients qui viennent de ne pas être choqués ou d'accepter, en tout cas qu'ils acceptent de mettre le masque. Le port aussi le gel, la température. Il y a des gens qui ne voulaient pas du tout qu'on leur prenne la température, ils ne comprennent pas. Même au niveau des vigiles, ça c'est compliqué. Donc il y avait même aussi toute une campagne de sensibilisation des vigiles parce qu'ils ont été mis à contribution. Des équipes, il fallait aussi expliquer aux clients que tu ne peux plus venir en agence si tu n'as pas de rendez-vous avec ton conseiller. Tu ne viens à l'agence que pour des opérations de caisse, des opérations concrètes. Sinon, tu restes à la maison, tu appelles ou tu utilises des moyens digitaux. Donc vraiment, il y a eu toute une campagne avec des vidéos, avec des campagnes sur les réseaux sociaux, avec du mailing directement aux clients, avec des SMS. Voilà, pour essayer de sensibiliser au maximum nos clients et qu'ils ne soient pas, on va dire, pour qu'ils soient eux aussi partie prenante de cette lutte et qu'ils se protègent. D'où notre message qui était vraiment se protéger, c'est protéger les autres parce qu'au-delà de voir l'autre, il faut se voir soi-même. Ensuite, protéger, tu peux mettre le prochain. Il y avait aussi développé et encouragé tout ce qui est usage de canaux à distance. Donc, quand la situation s'est passée, on avait déjà une problématique. On travaillait sur un sujet qui était de réduire le temps d'attente en agence. Déjà, on est la plus grosse banque, on reçoit du monde en agence. Et on a commencé ce programme-là, du coup, en mai 2018. Et quand on a commencé le programme, jusqu'en 2020, on avait une moyenne en temps d'attente en agence de 45 à 49 minutes pour un client qui vient faire une opération. Et quand on a commencé à travailler sur tout ce processus-là, on a identifié les différents canaux qui pouvaient nous aider à désengorger les agences. Et c'était les applications mobiles qu'on avait, c'était les points, les DAB, parce que les clients ont des cartes, mais n'osent pas les utiliser. Il y en a qui ont vécu de mauvaises expériences. Une fois, ma carte a été avalée, donc je n'ose plus le faire. Donc, il fallait aussi travailler à expliquer aux clients qu'il avait vraiment d'autres moyens alternatifs pour pouvoir être servis. Donc, n'avait pas besoin de se déplacer. Donc ça a été beaucoup de campagnes sur les avantages des différents canaux, donc que ce soit les applications, que ce soit les DAB, de la communication sur ces points-là, de la mise en place aussi de support pour, comment je vais le dire, le gel et tout ça, pour rassurer aussi les clients quand ils vont dans un DAB. Mettre en place dans les agences tout ce qui était éléments de distanciation, chaque 2 chaises, quand tu vas à la caisse, voilà où tu dois t'arrêter. Donc il y a vraiment tout un dispositif qui a été mis en place pour pouvoir faciliter en tout cas l'adhésion des clients. Et on a accéléré aussi le processus de vente de produits à distance. Tous les produits de la banque devaient être achetés en agence. Il faut aller voir son conseiller, il faut échanger avec lui et voilà. Et on s'est dit non, il faut qu'on accélère un autre canal. Donc au niveau du call center, on a retravaillé tout le parcours client d'un client qui ne viendrait pas en agence. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Comment est-ce qu'on fait pour rester aussi compliant? Parce que c'est un sujet. Et on est en train de parler de compte bancaire, donc il y a la signature qu'il faut avoir. Et on a retravaillé du coup tous ces processus-là pour faciliter la vie aux clients, pour qu'ils puissent souscrire directement à des produits de banque à distance, qu'ils puissent souscrire à des produits de banque assurance et qu'ils puissent aussi souscrire aux prêts. Et ça a été fait. Et il fallait maintenant expliquer aux clients que ça pouvait se faire totalement online et qu'ils n'avaient pas besoin de venir en agence. Pour certains, ça reste difficile parce que au-delà de venir prendre un prêt, il a quand même envie de venir expliquer son problème au conseiller. Alors que justement, pas qu'on casse un peu cette étape parce que là, il faut vraiment aller droit au but. On accompagne le client, mais il faut vraiment aller droit au but. Donc là, on a travaillé là-dessus. Ça a impliqué aussi
côté équipe du call center qui était habituée à faire de assistance client. Donc jusqu'à présent, c'était vérifier le compte du client, voir les mouvements, faire une opposition sur une carte. Là, il fallait réussir, quand un client t'appelle, à pouvoir détecter, ne serait-ce qu'en rebond, son besoin pour pouvoir lui proposer un produit. Je m'explique, un client qui nous appelle pour nous dire « Ah, mais je veux faire opposition sur ma carte ». On lui dit « Ok, vous voulez faire opposition sur votre carte? Voilà ce que ça coûte, mais monsieur, la prochaine fois, souscrivez à tel produit d'assurance qui fait que quand vous perdez votre carte, voilà un peu ce que vous pouvez gagner en attendant d'avoir la nouvelle. » Donc ça nous a permis aussi de travailler un peu les équipes commerciales, la posture commerciale, les argumentaires commerciaux pour améliorer aussi la proactivité commerciale. On s'est rendu compte par exemple qu'il y avait des clients qui avaient des cartes qui n'étaient pas adaptées à leur profil. Un client qui est un client haut de gamme, qui a une carte d'entrée de gamme, alors qu'il peut se permettre d'avoir une carte qui lui donne un plafond de 3 millions par jour par exemple. Donc on a essayé de retravailler un peu tout ce qui était support, on va dire digitaux, pour pouvoir améliorer notre CRM, je ne sais pas si tout le monde est familier avec, pour que finalement quand un client appelle et quand on regarde son profil, on puisse être en mesure de lui proposer quelque chose qui soit plus adapté. Donc en termes de vente de cartes, en termes de vente de produits digitaux, ou des clients qui nous appellent tous les mois du 25 au 2, tous les jours pour savoir où ils en sont avec leur mouvement, est-ce que le virement est passé, on a commencé à les obliger en leur disant « Ah, aujourd'hui on vous donne l'information, mais bientôt ça sera plus disponible par ce canal-là. Il faut que vous ayez soit le service SMS qui donne cette info, soit l'application mobile. » Donc, ça a été une discipline, on va dire, un peu forcée pour certains produits et pour d'autres, ça a été plus ou moins naturel de pouvoir accompagner les clients. Et on a notre application aussi Yup, qui est notre application mobile qui permet de faire du paiement. Donc, c'est notre e-wallet. Et du coup, là aussi, on a fait beaucoup plus d'éducation client pour leur demander de pouvoir, on va dire, faire leurs opérations de paiement sans avoir à se déplacer. Donc voilà. Et au-delà de toutes ces campagnes-là, un point qui était essentiel, c'était les campagnes de sensibilisation contre la fraude. Ce matin, on en a parlé. Vu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par le digital, tout peut arriver. Du coup, n'importe qui peut appeler n'importe quel client pour lui proposer une offre ou lui envoyer un mail. Donc, on a beaucoup communiqué sur la vigilance, inviter les clients à être vigilants, leur redonner les contacts de l'agence et en cas de doute, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler pour éviter justement de se faire arnaquer en pensant que c'est la banque vu qu'on est passé dans un processus un peu plus digital. Prochain. Et bien sûr, comme je disais, il fallait assurer aussi la pérennité du business. Donc, on a essayé d'identifier les produits phares, ceux qu'il fallait absolument, sur lesquels il fallait absolument maintenir, en tout cas, l'agressivité commerciale, donc notamment les prêts, donc les encours de crédit essentiellement. Et on a essayé d'identifier des produits de banque assurance aussi qui pouvaient être pertinents pendant cette période-là pour pouvoir les proposer aux clients. Parce que bien évidemment la crise a créé quand même, on va dire, ce ralentissement économique. On est conscient qu'il y a des clients qui étaient en chômage technique, il y en a qui avaient des difficultés même à rembourser leurs prêts, respecter les échéances, mais il fallait identifier, ok, en même temps qu'on peut essayer de contenir justement ces problèmes de recouvrement, comment est-ce qu'on s'assure que derrière on arrive à faire quand même du chiffre d'affaires parce que tous nos clients ne sont pas équipés à 100% de tous les produits. Donc on a retravaillé un peu notre segmentation produit et on s'est dit ok, pour un client on va dire qui a entre X et Y de salaire, voilà potentiellement les produits auxquels il a droit et voilà ce qu'il devrait avoir normalement. Et on essaie d'évaluer après avec les équipes data scientists le pourcentage d'équipement par client et ça nous permet de dire ok, ce client dans ce segment là normalement les clients devraient avoir en moyenne 6 produits. Donc peut-être un produit de paiement, un chéquier, un compte à vue, un compte de dépôt, un compte d'épargne. Il peut avoir un produit de banque assurance, assurance vie. Et on se rend compte que par exemple, dans la famille à laquelle appartient le client, mais il y a une bonne moyenne qui n'a pas encore atteint ce niveau-là. Donc après, c'est cette cible-là qu'on travaille en se disant, mais le potentiel pour pouvoir justement améliorer, c'est là-bas. Donc c'est vraiment des actions comme ça qu'on a mis en place pour pouvoir justement, on dit upgrader le client, mais en même temps améliorer leur taux d'équipement et aussi pouvoir gagner un peu plus d'argent.
Et on a accéléré le déploiement de tout ce qui était bornes self-service, c'est-à-dire que des bornes dans des agences où les clients peuvent partir et eux-mêmes effectuer leur opération directement. Donc que ce soit les bornes de remise de chèques, que ce soit les bornes de versement. Là, on a commencé le déploiement, il y en a une vingtaine. Et justement, ce sont des actions qui permettent de ne pas passer trop de temps en agence et d'éviter qu'on ait du monde dans les agences. Et ça nous fait gagner en temps, en énergie aussi, et puis voilà, et en satisfaction client surtout. Et accompagner nos clients de manière générale. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on sait très bien que la crise a affecté aussi les portefeuilles des familles, des entreprises. Donc, il fallait accorder des facilités aux clients. Donc, on a lancé une campagne pour demander à nos clients qui sont en situation difficile à cause de la crise, parce qu'on a tout vu aussi, hein. Il y en a qui ont profité de l'occasion pour expliquer qu'ils ne pouvaient pas rembourser leurs prêts, mais ça n'avait absolument rien à voir avec la crise. Donc il y a eu quand même un filtre qui a été fait, mais on a pu apporter en tout cas du soutien aux clients en leur accordant de reporter quelques échéances de prêts pour pouvoir leur donner la latitude de rembourser. On a aussi aidé les clients, surtout les professionnels, j'entends pas professionnels, des TPE ou des très petites entreprises qui étaient en souffrance, mais qui sont de bons clients, mais qui avaient du mal à redécoller. Donc on leur a offert aussi de la com. Ça a été fait même au niveau de notre groupe. Donc on a sélectionné avec les équipes du marché professionnel des écoles, des pâtisseries, un peu tout type d'entreprise, et on faisait de la com pour eux sur nos réseaux sociaux pour inviter les clients à aller. C'était un peu une sorte de campagne RSE et en même temps voilà, pour fidéliser ces clients-là et leur dire qu'on est avec eux et on les soutient. Et on a aussi mis en place avec notre maison de la PME des sessions de formation pour pouvoir accompagner les entreprises, les entrepreneurs et PME sur comment est-ce qu'ils peuvent rebondir après la crise, pour leur parler aussi de produits spécifiques qu'on a qui peuvent les aider à honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs prestataires. Par exemple, une entreprise qui ne peut pas être payée, qui doit être payée à 90 jours ou 120 jours, alors qu'elle doit fournir entièrement la prestation. Il y a des services qu'on peut offrir pour les aider à pouvoir honorer la commande et après, voilà, entre la banque et le client, on arrive à se rémunérer. Donc, c'était vraiment aussi un axe qui était important. On a aussi développé tout ce qui était partenariat avec l'AFD, Proparco. On cherchait des partenaires pour nous accompagner à aider des PME, des TPE dans leur refinancement, celles qui ont été touchées par la crise, pour que derrière on puisse, on va dire, porter, c'est une garantie, hein, porter ensemble le risque sur ces clients-là et les accompagner aussi à travers des prêts pour qu'ils puissent relancer leurs activités. Et il fallait récompenser aussi les équipes. Ça, c'est un effort qui est fait tout le temps. On a un concept chez nous qu'on a appelé Bravo et Merci, qui tous les mois donne l'opportunité aux employés de désigner les personnes qu'ils estiment avoir été, on va dire, soit innovantes, soit chaleureuses. On a défini des critères qui sont en lien avec nos valeurs et on demande aux employés de voter sur une plateforme et ils désignent ces personnes et justifient le vote. Et après, en comité, on décide des différents, on va dire, gagnants par catégorie. Alors, on s'est dit, pendant la période de crise, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des efforts, on va dire, mais surhumains. On a tous fait des efforts, mais on a quand même vu des gens qui sont démarqués côté IT parce qu'il y avait tout ce qui était télétravail. On les appelait à toute heure pour pouvoir nous aider sur tout ce qui était connexion au réseau. On a eu les agences. On a eu pas mal d'agents de la banque qui ont été vraiment très engagés et sans rechigner. Donc on a lancé une grosse campagne, mais spéciale, une campagne spéciale, les héros de la crise, pour pouvoir récompenser tous ceux qui, au début de cette, on va dire, de cette pandémie-là, ont été les plus réactifs. Et ça a été un vote qui a été fait vraiment par les employés eux-mêmes. Et on a sélectionné, je crois, une trentaine de personnes qui ont été récompensées à travers des bons d'achat et puis des trophées et tout ça. Et ça a été vraiment apprécié. On s'est dit aussi que c'était intéressant que les clients voient, parce que souvent on ne voit pas tout ce qu'on fait. Et c'est souvent important, en même temps qu'on valorise les équipes, qu'on montre aussi aux clients qu'on est vraiment là pour eux. Donc on a sélectionné dans différents services, que ce soit sur le marché particulier que le marché entreprise, des personnes qui ont dit ce qu'elles ont fait pendant la crise.
Donc on a fait une vidéo par exemple sur le call center. Il faut savoir qu'on a pratiquement doublé le nombre de personnes dans le call center pendant la crise, sachant qu'il fallait être très réactif parce que pendant que tu es en train d'essayer de doubler, on te dit qu'il y a un cas. Après, tu dois remplacer et en même temps, tout le monde te dit mais on n'est pas joignable. Donc c'était une période un peu terrible. Et finalement, quand on a réussi on a splitté les équipes, on a fait 2 plateaux. On avait un seul plateau, on a fait un deuxième plateau pour pouvoir splitter les équipes. Et ces personnes-là ont travaillé, mais vraiment tout le temps, elles ne descendaient pas aux mêmes heures que les autres. Donc il fallait vraiment les récompenser différemment. Donc on a fait une vidéo avec la responsable du call center qui a expliqué un peu ce qu'ils ont fait pendant la crise. On a fait une vidéo avec celle qui s'occupe de tout le marché des TPE là, pour les paiements dans les supermarchés, pour expliquer un peu les difficultés parce que vu que la situation était tellement compliquée, on a des gens à qui on essayait de vendre des terminaux depuis longtemps qui n'ont jamais accepté et devant la crise, ils voulaient leurs terminaux là, maintenant, tout de suite et ils devenaient très exigeants. Et ça a été aussi pour cette équipe vraiment très compliqué, mais ils ont réussi à le faire. Donc on a identifié toutes ces personnes-là dans le secteur agricole, voilà, et il y a eu des vidéos qui sont passées sur les différents réseaux sociaux, qui ont été aussi bien vues et likées, pour mettre en valeur non seulement les équipes, mais aussi pour parler aux clients. Et toutes ces campagnes-là, on les avait appelées « Mobiliser pour vous ». Et d'ailleurs, on continue un peu sur la thématique « Mobiliser pour vous » pour que les clients sachent qu'on est vraiment là pour eux. Et bien sûr, on est la banque numéro 1, on est entreprise en Côte d'Ivoire, on est une banque citoyenne. Il fallait absolument qu'on participe à l'effort collectif de lutte contre la pandémie. Alors, on a été aux premières heures de justement cette pandémie-là en se disant « Ok, qu'est-ce qu'on pouvait bien faire ?» Et on a décidé de faire un don assez conséquent, donc d'une valeur de 80 millions, qui était composé de respirateurs, composé de matériel en destination du corps médical, pour pouvoir les accompagner dans leur protection et aider le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Et récemment, on a aussi équipé une salle multimédia au sein du CHU de Trècheville. C'est une salle visio. En fait, on a payé les équipements visio pour la salle, pour faire des visioconférences, pour permettre justement aux étudiants, aux médecins de pouvoir faire des visios avec leurs pairs dans d'autres pays, pour pouvoir aussi régler par visio des cas qui sont difficiles où ils ont besoin d'avoir une aide. L'idée, c'est vraiment de contribuer efficacement à la lutte contre la pandémie. Et là, je ne l'ai pas mis, on aide aussi des orphelinats avec du matériel pour les aider à maintenir quand même un univers, on va dire, sain pour les enfants et pour tous ceux qui s'occupent d'eux. Et bien sûr, il fallait repenser nous-mêmes nos modes de travail en interne. Donc là aussi, beaucoup de communication sur, s'il vous plaît, évitez les réunions à 4, à 5, privilégier les webinaires. Privilégier les webinaires parce que c'est le moyen, on peut se voir, on peut se parler. Donc il y a vraiment une vraie éducation sur la communication via ces canaux-là. L'ouverture, du coup, ça va avec beaucoup d'autres choses. Hein. Tu dis aux gens communiquer par webinaire, ça veut dire qu'on donne l'accès aussi à tout le monde. Ça veut dire qu'on arrive à faire des campagnes où on donne des liens. Ça veut dire qu'on ne sature pas le réseau parce qu'on est quand même 1300 si tout le monde doit se connecter quand il y a un call. Donc, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites vraiment avec les équipes SI et on a réussi à le mettre en place. Et on s'est dit, chaque année, on organise généralement 3 grands rendez-vous. Un staff meeting avec toute l'équipe, pour leur donner un peu les résultats du mois et la tendance de l'année, la tendance pour l'année qui suit. On organise des management meetings. Là, ce n'est pas tout le staff, c'est les managers pour partager un peu la roadmap, la stratégie, mais plus en début d'année. Et en milieu d'année, il arrive qu'on organise des staff meetings à moitié. Et c'est toujours des moments très festifs où on fait beaucoup de choses. Ça se termine en festival des grillades, ça se termine en pas mal de choses. Et là, il y avait cette petite frustration de se dire, mais franchement, avec la situation, comment est-ce qu'on fait pour updater le personnel sur ce qui est fait dans la banque, sur les résultats, pour qu'ils sachent qu'on les tient au courant et surtout pour recueillir aussi leurs avis. Mais ça a été formidable parce que généralement, quand on fait les sessions en présentiel, on a des interventions, mais les gens ne parlent pas vraiment. Tu vas avoir 2 questions sur les salaires.
la question fatale. Et puis après, pas beaucoup d'autres questions. Mais sur le digital, les gens se lâchent, ils s'expriment. Ils savent qu'on ne les voit pas. Donc, toutes les questions techniques, toutes les questions de salaire, toutes les questions syndicalistes, enfin tout. Toutes les propositions, même en termes d'idées, d'innovation. Et c'est assez... on se rend compte que finalement, ils ont beaucoup de choses à dire, mais qu'ils n'osent pas dire dans un contexte présentiel. Je ne sais pas comment on va le conserver plus tard, pour être sûr que... J'espère que du moment où la glace a été brisée, on pourra continuer. Mais ça a vraiment aidé à... donner de la voix en fait au personnel pour qu'ils puissent s'exprimer sans avoir, on va dire, peur ou sans être gêné. Donc on a repensé, là j'ai mis une photo du CODIR pour montrer qu'on a donné nous-mêmes l'exemple, on a vraiment donné le ton pour que chacun puisse organiser à son niveau ses webinaires, ses plateformes de réunions stratégiques, que ce soit au marketing, à la conformité, et pouvoir travailler un peu sur ces indicateurs et mobiliser ses équipes. Juste là, partager avec vous quelques résultats. À fin 2020, on a eu une progression, par exemple, de 20% de clients Yup, c'est-à-dire que des gens qui ont adopté l'application mobile. On a eu plus 43% de clients qui sont équipés en Connect, qui est notre application mobile. Généralement, en termes de tendance, c'est des évolutions de 15, de 20, mais là, on a vraiment fait un vrai bond. Et là où ça a été formidable, c'est vraiment sur les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, pour vous donner un peu plus de précision, sur les virements, on est passé en 2 ans à... Aujourd'hui, 88% de nos clients font des virements électroniques. Les clients retail en particulier. Donc, on a très peu de clients qui font des virements manuels. Par contre, côté entreprise, c'est encore très difficile. Ils n'ont pas forcément ces automatismes-là, mais la crise a vraiment accéléré cela. Que ce soit pour les paiements de salaire, que ce soit pour leurs virements à l'étranger, virements domestiques. Donc du coup, on leur a dit de toutes les façons, on ne va pas prendre de documents, on ne va pas prendre de papier. Donc il faut bien trouver une solution. Donc naturellement, ou on va dire un peu forcé, les entreprises ont commencé à entrer un peu plus dans la dynamique de la digitalisation. Parce que finalement, ce n'était pas le retail, c'était le corporate qui posait un peu plus problème dans la transformation digitale. Et au niveau aussi des fournisseurs, parce qu'il ne faut pas les oublier, tous les partenaires, les prestataires avec qui on travaille, on a eu aussi cette problématique de se dire, ok, on ne peut plus prendre on ne va pas avoir chaque fois quelqu'un qui vient déposer sa facture à tamponner, à faire passer là et là. On a défini un workflow digital pour pouvoir tout simplement dématérialiser la réception de factures. Donc il envoie à une adresse, après on sait où ça part et tout le monde valide de manière électronique pour qu'au final on puisse embarquer la validation et le paiement. Donc ça aussi, ça a permis aux fournisseurs de pouvoir continuer à être payés et fournir les prestations. Au début c'était un peu compliqué parce que certains avaient leurs habitudes, donc ils n'envoyaient pas aux adresses, mais finalement on a réussi à mettre ça en place petit à petit avec beaucoup de communication, du mailing, des affiches même dans les bureaux, au niveau des achats, des appels au niveau du call center. Et donc, on s'est aussi dit en fin d'année, c'était bien, on se congratule, on est content, on a bien travaillé, tout s'est bien passé. C'est bien de faire quand même une petite étude pour voir comment les clients, eux, ont perçu la banque et ce qu'on a eu à faire pendant cette période-là. Et on a fait justement cette étude-là, donc une étude, un sondage. On a eu une base de 350 clients qui ont répondu sur les 500. Donc, on a atteint le quota qui montrait que c'était crédible. Et on a 67% des clients interrogés qui ont estimé qu'elles étaient satisfaites. Vous savez, dans la banque, c'est très difficile d'avoir plus de la moitié des clients contents de leur banque. Et donc, on s'est dit, ouf, c'est bien, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été faites. Bien sûr, il y avait encore des points d'amélioration, ils l'ont dit. Il y en a qui disaient que par moment l'application n'est pas disponible, par moment j'arrive pas à joindre mon gestionnaire, je préfère parler à mon gestionnaire. Donc là aujourd'hui on est en train de réfléchir à permettre aux gestionnaires de faire eux aussi des visios directement avec leurs clients, parce que pour l'instant ça reste des appels téléphoniques si le conseiller décroche. Et là on s'est dit bon, on va commencer aussi à piloter la joignabilité des conseillers, parce que c'est aussi un des points
un des axes d'amélioration qu'on doit vraiment travailler et donc pouvoir, je vais le dire comme ça, pister les lignes, savoir qui décroche pas ses appels, pouvoir organiser des vraies réunions, pas en présentiel mais en visio avec les clients qui le veulent, pouvoir traiter aussi rapidement et pouvoir prendre le plus de clients possible. Donc il y a vraiment 2 axes en ce moment qui sont en cours, c'est vraiment tout ce qui est dématérialisation du processus de vente, donc des workflows qui vont être encore un peu plus fluidifiés parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la signature électronique, ce qui fait qu'à un moment dans le processus, le client va scanner un document, il va l'envoyer, qu'on va signer, qu'on va rescanner pour lui envoyer. Donc à la fin, ça fait beaucoup de scans. Et là, on est en train de travailler là-dessus. On espère pouvoir arriver au bout de tout ça pour que finalement, ce processus soit entièrement digitalisé. Mais ceci étant dit, on parle beaucoup de digitalisation, de dématérialisation, mais il y a une réalité, c'est que nos marchés ne sont pas forcément matures pour ça. C'est-à-dire que tous nos clients ne sont pas digitaux. Quand on regarde en termes d'équipement, par exemple, des produits digitaux, tu peux avoir 60% de ta base qui est équipée en produits digitaux. Après, un client actif, ce n'est pas eux tous qui vont vraiment utiliser. Même nous, si on fait l'essai, on a des iPhones, des Samsung, on n'utilise même pas 30% des capacités de des fonctionnalités que ces téléphones-là nous donnent. Et pourtant, on dit qu'on est digitaux. Donc, pour dire, donc chez les clients, en plus, quand il s'agit de manipuler l'argent, c'est quelque chose d'assez particulier. Donc, les cadeaux traditionnels restent importants. Et donc, on continue de travailler sur tout ce qui est facilitation, en tout cas, du parcours, c'est-à-dire simplification, quand il arrive pour certaines tâches. Comment il peut les faire pour d'autres, comment il peut les faire, à quel moment il a vraiment besoin de voir un conseiller pour échanger avec lui, parce que ça reste un canal qui va demeurer et pour lequel le client a besoin qu'on soit présent. Donc voilà un peu globalement ce que je peux dire sur les initiatives en tout cas qui ont été prises pendant cette période et qui continuent du coup de courir parce que c'est devenu une habitude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'est plus habitué à avancer beaucoup plus vite sur la gestion de projet. En termes de com, on fait systématiquement des campagnes de rappel, en tout cas sur tout ce qui est produit de banque à distance et beaucoup de campagnes d'usage avec des campagnes ciblées en monitorant bien qui fait un virement manuel par exemple. On peut prendre la base des clients qui ont fait le virement manuel le mois dernier et c'est à eux qu'on va envoyer par exemple une com pour leur demander, pour leur dire que savez-vous qu'on peut faire aussi un virement électronique et leur expliquer comment ça se passe avec des vidéos à la pluie et tout ça. Donc c'est vraiment une opportunité de transformation en tout cas des habitudes clients. Mais la condition, c'est vraiment la connaissance client et savoir vraiment à qui on parle pour pouvoir justement faire des campagnes qui soient efficaces et targetées. Donc voilà un peu globalement ce que nous avons fait et les facteurs clés de succès dans cette démarche a été vraiment le comité de pilotage. Je pense que si chacun devait travailler de son côté, avancer ces initiatives, on n'y serait jamais arrivé. Mais on a vraiment la chance de travailler en mode projet chez Société Générale. Et au début, j'avoue, quand je suis arrivée, là-bas, je me suis dit, mais attends, ça c'est lourd, il faut réunir absolument tout le monde. Mais finalement, c'est une très bonne chose. Parce que du coup, il n'y a personne qui sort de la loupe et tout le monde sait de quoi on parle. On sait qui est client, qui est fournisseur dans la relation sur le projet et on sait qui doit quoi à quel moment. Et ça aide vraiment. Et la période Covid nous a appris à travailler plus efficacement parce qu'avant, il fallait absolument que tout le monde soit disponible et puisse venir en salle pour faire cette réunion-là. Et aujourd'hui, on s'appelle, on a le numéro de conférence et on avance. Et ce comité de pilotage a permis aussi de suivre les performances produits, les performances des campagnes, parce qu'on post-testait aussi les campagnes pour savoir un peu si les clients les voyaient et de réajuster à chaque fois pour s'assurer qu'on menait les bonnes actions. Ça a permis aussi de voir aussi dans la gestion du personnel, gestion émotionnelle, on a mis en place un comité avec un psychiatre pour pouvoir accompagner aussi les employés. Et une des choses qui a été capitale, je pense, pour réussir et qui continue de l'être, vu que la situation elle perdure, c'est vraiment l'agilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un mode où, quand je veux faire un projet, je veux attendre d'arriver forcément au bout. On fait du test and learn. On commence là où on peut arriver et si ça marche, on continue. Ça rend la boîte beaucoup plus agile et on avance un peu plus vite et on sait être réactif un peu plus tard. Et l'implication du top management, ça c'est indéniable.
parce que toutes ces initiatives que je vous ai citées, ça nécessite des changements d'habitude, donc l'adhésion de tous. Ça nécessite du budget, donc l'adhésion aussi de tous, pour qu'on puisse derrière vraiment les mener. Et la mobilisation du personnel, bon, ça, pour moi, c'est le basique, parce que si les équipes ne sont pas motivées, ne sont pas rassurées, ne se sentent pas impliquées, ça ne sert absolument à rien. Et le personnel a vraiment été mobilisé aux premières heures parce que derrière tout le monde a cette conscience-là quand même que je garde l'argent des clients. Et c'était vraiment ça le message important qu'on voulait leur faire passer. Donc voilà globalement, en termes de marque com, ce qu'on a eu à faire, aussi bien sur la partie produit que la partie communication. Donc comme vous le voyez, c'est pas juste communiquer sur un produit, c'est pas juste faire une campagne de communication, c'est accompagner tout le processus de l'entreprise. C'est-à-dire que s'il y a un changement de process, par exemple, pour pouvoir faire la vente du prêt à distance, la com est aussi embarquée pour pouvoir accompagner tout le processus, parce que nous, on se met toujours à la place du client, qu'il soit interne ou externe. Donc, que ce soit la communication à faire vers les prestataires extérieurs, voilà, on essaie d'accompagner aussi le processus pour voir comment ça fonctionne et est-ce que c'est fluide. Donc, ce mode projet a vraiment aidé. Et voilà, donc on continue parce qu'il y a encore beaucoup à faire, mais on a déjà commencé à enclencher pas mal de choses et je pense que le personnel et les clients ont commencé à se mettre dans cette dynamique de transformation. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire.